Bienvenue dans le podcast de Laurent Dins, des idées, du recul et le temps de penser. Installe-toi, on y va. Aujourd'hui, on va parler de nourriture, mais pas n'importe laquelle. On parle de la nourriture du futur, celle qu'on commande en 2 mots à une machine et qui apparaît instantanément, chaude, parfaite, exactement comme dans Star Trek. Thé, Earl Grey, chaud. Et hop, le capitaine Picard a son thé. Pas de cuisine, pas d'attente, pas de vaisselle, juste de la matière organisée à la demande. Ça fait rêver, non ? Mais est-ce que c'est vraiment possible ? Et surtout, où en est la science aujourd'hui pour y arriver ? Eh bien, c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, comment fonctionne le synthétiseur de Star Trek ? Dans l'univers de Star Trek, le synthétiseur est une technologie qui convertit l'énergie en matière. Il réorganise des particules subatomiques pour créer n'importe quel objet, un plat de pâtes, un verre d'eau et même un médicament à partir de rien ou presque. C'est basé sur la célèbre équation d'Einstein, E mc au carré. L'énergie et la matière sont interchangeables. En théorie, si tu as assez d'énergie, tu peux créer de la matière. En pratique, c'est là que ça se complique. Pour créer une gamme de matière depuis de l'énergie pure, il faudrait une quantité d'énergie, mais alors colossale, équivalent à une bombe atomique. Donc cette voie-là, on peut l'écarter pour l'instant. Mais voilà, ce qui est intéressant. Les scientifiques ont trouvé d'autres chemins pour arriver à un résultat similaire, et certains sont déjà en cours. Il y a actuellement 3 technologies réelles qui s'en approchent. La première approche, c'est l'impression 3D alimentaire. Et oui, ça existe déjà. Des imprimantes 3D capables de construire couche par couche de la nourriture. Du chocolat, de la pâte, de la purée, même de la viande reconstituée. Des entreprises comme Natural Machines, avec leur imprimante Foodini, permettent aujourd'hui de créer des plats complexes, des formes impossibles à réaliser à la main et même de la nourriture personnalisée selon tes besoins nutritionnels. C'est loin du synthétiseur de Picard, certes, il faut quand même charger des ingrédients de base, mais la structure, la forme, la texture, la machine s'en charge et les progrès sont réels et rapides. La deuxième approche, c'est la viande cultivée en laboratoire. C'est probablement la révolution alimentaire la plus proche de la science-fiction. On prend quelques cellules musculaires d'un animal sans le tuer, on les place dans un environnement nutritif et elles se multiplient pour former des tissus musculaires. De la vraie viande, sans élevage et bien sûr sans abattage. En 2013, le premier burger cultivé en laboratoire coûtait 300 000 €. En 2024, certaines entreprises produisent du poulet cultivé pour moins de 10 $ la portion et il est déjà commercialisé à Singapour et aux États-Unis. Ce n'est pas encore instantané, ça prend quelques semaines de croissance, mais on s'approche d'une production qui pourrait un jour se faire à la maison, dans un appareil compact. La troisième approche, c'est la fermentation de précision. Celle-là, elle est beaucoup moins connue, mais elle est peut-être la plus prometteuse à court terme. On programme des micro-organismes, des levures, des bactéries, pour qu'ils produisent exactement les protéines, les graisses ou les arômes qu'on veut. C'est comme une imprimerie biologique. Des startups comme Perfect Day utilisent déjà cette technique pour produire des protéines de lait identiques à celles de la vache, mais sans vache. Et ça marche, le résultat est chimiquement identique, le goût, la texture, les nutriments, tout est pareil. Mais alors quels seraient les avantages d'un tel système, me direz-vous ? Laurent, tu pètes un plomb, de la nourriture, c'est de la nourriture. Eh bien maintenant, imaginons qu'on combine tout ça dans un appareil domestique du futur. Qu'est-ce qu'on y gagnerait ? Eh bien déjà, l'impact environnemental. L'élevage représente environ 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Un système de production alimentaire locale, sans transport, sans déforestation pour les pâturages, sans consommation massive d'eau, ce serait une révolution écologique mais absolue. Ensuite, il y aurait la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, 700 millions de personnes souffrent de malnutrition.
Un synthétiseur alimentaire bon marché pourrait produire des repas nutritionnellement parfaits pour tout le monde, sans dépendre des chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est une question de justice autant que de technologie. Et puis, il y a la personnalisation nutritionnelle. Tu as du diabète ? Ton repas contient exactement le bon niveau de glucides. Tu es un sportif en phase de récupération ? La machine ajuste les protéines. Tu as une allergie ? Pas grave, elle l'écarte automatiquement. La nourriture devient un outil de santé précis et non plus une roulette nutritionnelle. Et enfin, et ça je suis sûr que ça va parler à beaucoup, il y aurait de la réduction de gaspillage. Pas de légumes qui pourrissent dans le frigo, pas de reste. La machine produit exactement ce dont tu as besoin quand tu en as besoin. Bah alors qu'est-ce qu'on attend pour se lancer, me direz-vous ? Eh bien soyons honnêtes, il reste d'énormes défis, des obstacles. Le premier, c'est la complexité biologique. La nourriture, c'est incroyablement complexe. Un simple grain de café contient plus de 800 molécules aromatiques différentes. Reproduire fidèlement cette complexité, cette profondeur, ce qu'on appelle le goût, c'est un défi scientifique colossal. On sait faire des protéines. On commence à savoir faire des textures, mais le goût complet, la sensation en bouche, l'émotion que procure un bon plat, eh bien ça, c'est encore très difficile à capturer. Le deuxième obstacle, et j'en parle souvent dans mes podcasts, c'est l'énergie. Même si on abandonne l'idée de convertir de l'énergie pure en matière, toutes ces technologies demandent de l'électricité. Pour que le bilan environnemental soit positif, il faudra des énergies renouvelables en abondance, donc pratiquement éternelles. Et le troisième, eh bien, c'est culturel. Et oui, les humains ont un rapport profond et émotionnel, identitaire à la nourriture. Cuisiner, c'est un acte d'amour, de transmission, de culture. Est-ce qu'on voudra vraiment déléguer tout ça à une machine ? La question n'est pas seulement technologique finalement. Alors, le synthétiseur alimentaire de Star Trek, est-ce que c'est possible ou pas ? Eh bien, dans sa version scientifique pure, celle qui crée de la matière depuis de l'énergie, non. Pas dans les prochaines décennies, clairement pas. Mais un appareil compact qui combine impression alimentaire, fermentation de précision et culture cellulaire pour produire des repas sains, personnalisés et écologiquement à la demande, ça on peut y être peut-être dans 20 ou 30 ans. La science avance vite, très vite, ça nous le savons. Et ce qui semblait révéler de la pure fantaisie dans les années 90, quand Picard commandait son thé à sa machine, est aujourd'hui un programme de recherche sérieux, financé par des milliards de dollars dans des laboratoires à travers le monde entier. Star Trek a toujours été une boussole pour la science. Le téléphone portable, c'était le communicateur de Kirk. Les tablettes numériques, c'était les pads dans l'Enterprise. Le réplicateur sera peut-être la prochaine technologie que Star Trek nous aura inspiré. Mais d'ici là, eh bien, je vous souhaite à tous un très bon appétit. Faites vos plats maison, c'est quand même pas mal. Et puis, sinon, c'est pas grave. Prenez du plaisir en mangeant. Voilà. Si cette idée te suit encore quelques minutes, alors l'épisode a fait son travail. C'était le podcast de Laurent Dins. Si ça t'a parlé, abonne-toi, clique sur la cloche pour ne rien manquer, mets un like si le sujet t'a plu. Et surtout, prends le temps de commenter, ton avis compte vraiment. À très vite, et d'ici là, prends le temps de penser.